Bonjour les économistes, bienvenue dans cette vidéo, ce qui fait suite à la vidéo de Christophe 48 et donc qui va s'intéresser à la partie logicielle qui doit être implémentée dans cette ESP32 pour la supervision de toutes les données qui viennent d'onduleurs hybrides de type Voltronic. Et en particulier, on retrouve les fameux WKS Evo 1 et Evo 2 qui ont pas mal de succès dans le milieu de l'autonomie, mais on va le retrouver aussi sous différentes marques, Apex et Multisolar, etc. Donc le schéma de montage, je vais vous le présenter. Donc Christophe vous a principalement présenté la partie électronique de comment greffer 1 à 2 adapteurs série qui vont communiquer avec 1 ou 2 onduleurs s'ils sont en parallèle. Et moi, ma partie va être plutôt sur la partie logicielle pour pouvoir notamment afficher ces fameux paramètres à minima sur une page web d'un smartphone qui va être dédié dans le serveur web intégré dans l'ESP. Mais ce qui va être quand même le plus pratique et le plus efficace pour pouvoir superviser, ça va être d'envoyer ces données, en tout cas que l'ESP32 va communiquer au travers ce qu'on appelle un Single Board Computer type Raspberry, au travers de votre réseau local pour pouvoir celui-ci hébergeant un serveur de type domotique, type Home Assistant ou alors type JDOM. Alors, en termes de logiciel, je vais utiliser ESP-HOM. ESP-HOM, c'est une famille de langages de programmation qui permet de flasher des programmes sur un ESP8266 ou ESP32. Il en existe d'autres, Tasmota, ESP-EASY, mais l'avantage d'ESP-HOM, c'est qu'il permet de faire des choses qui sont assez, on va dire, compliquées ou alors qui permet de récupérer du cœur d'Arduino de façon native. Donc, c'est cette option-là qui va m'intéresser en particulier. Une fois que la communication est faite avec votre Raspberry qui héberge Home Assistant, eh bien, vous allez avoir toutes les informations qui vont remonter dans ce dernier sous forme d'entité. Libre à vous après d'aller ajouter des graphes type Grafana pour pouvoir exploiter encore mieux ces données. Alors, pour rebondir sur les autres systèmes de domotique, vous pourrez quand même, quoi qu'il arrive, en rajoutant une couche MQTT sur votre ESP, pouvoir communiquer également avec des systèmes domotiques type JDOM ou domotique Z. Alors, il faut savoir que la difficulté de ce projet, c'est que chaque, on va dire Voltronic, chaque modèle, a sa propre série de données et donc ça veut dire que ça va se traduire par des trames séries qui vont être différentes et donc ça va être un peu délicat et dans cette vidéo, je vais vous donner une procédure à suivre plutôt qu'une solution clé en main parce que le nombre de combinaisons à traiter est trop importante. D'accord? Donc je vais plutôt vous apprendre à pêcher que vous donner un poisson. Alors, ce qui va être important, si possible, ça va être si vous pouvez récupérer la documentation officielle des échanges séries. Ça, c'est un gros plus pour valider ou non les formats des données. Mais on va le voir, il sera quand même possible de faire quelque chose, même si vous n'avez pas cette doc pour votre onduleur hybride en particulier. Alors, il existe différentes commandes qui permettent de dialoguer avec onduleurs hybrides type Voltronic et la commande principale, c'est la commande QPI-GS. C'est celle qui va envoyer un peu l'état de vos batteries, de l'état des tensions sur vos panneaux photovoltaïques, l'état des ampérages, etc., etc. Mais il faut savoir que selon les modèles de votre onduleur hybride, il va falloir envoyer cette commande avec ou non ce qu'on appelle un code correcteur d'erreur, un CRC en anglais. Donc, grosso modo, soit vous devez envoyer la commande QPIGS avec juste ce qu'on appelle un caractère à la fin qui est un retour chariot, ou alors cette commande QPIGS avec entre le retour chariot ce fameux code correcteur qui va être calculé en fonction de la commande QPIGS. Donc ça va dépendre un peu de votre onduleur et de la doc. D'accord? Donc ça veut dire que si dans le premier temps, la commande ne fonctionne pas, pensez immédiatement à dire est-ce que oui ou non je vais devoir peut-être utiliser ou pas le code correcteur d'erreur. Alors, déjà, vous avez la possibilité de calculer le code hexadécimal associé au code QPIGS parce que finalement, vous allez pouvoir étendre cette vidéo à d'autres commandes qui sont liées à votre liaison série, votre ondulaire. Et donc, vous avez par exemple ce site web, la codebeautiful.org, qui va vous permettre de calculer toutes ces choses-là. Alors, quand vous tapez par exemple la commande QPGS ici,
eh bien, automatiquement, quand vous cliquez sur Convert, il va vous donner cette chaîne de caractères qui représente des octets. Et donc, en fait, dans le code qui va suivre ESP-HOM, et notamment sur la partie Custom Sensor, vous allez devoir entrer cette série d'octets. En fait, vous avez un octet. Regarde, la lettre Q correspond à 51, la lettre P à 50, et ainsi de suite. Et donc, ce qui veut dire que à un moment donné, dans le code, vous allez voir apparaître cette chaîne X51, X50, X49, etc., qui correspondent respectivement à chacune des lettres exprimées en hexadécimal. Alors, si vous êtes dans un cas d'un onduleur hybride où il faudra un code correcteur d'erreur, eh bien, vous allez devoir aller sur un autre site web pour calculer ce code correcteur d'erreur en fonction de la commande QPIGS. Donc, c'est ce second site web que je vais vous montrer. Donc ici, vous retapez, vous récupérez cette chaîne-là, d'accord, vous copiez, vous collez ici, vous indiquez bien que vous êtes en hexa, et puis après vous calculez le CRC, et ça sera celui-ci, voilà, qu'il faudra récupérer. D'accord, celui-ci directement exprimé en hexadécimal. Et dans ce cas, eh bien, il va falloir ajouter ces 2 octets qui constituent le code correcteur d'erreur à la fin. D'accord? Donc ça va dépendre de votre type d'onduleur. Donc vous pouvez étendre à d'autres commandes en appliquant exactement cette procédure. Enfin, on va réunir le tout lorsque, si vous avez un ondulaire, par exemple pour les MPP Solar sans CRC, ben, il faudra mettre la commande QPIGS qui est ici, et puis là, l'octet qui représente le retour chariot 0 X0D. Et enfin, pour du type EVO2, ben, vous retrouvez la commande QPIGS ici, les 2 octets de CRC et la commande retour chariot. Donc maintenant, vous allez comprendre un peu ce qui va se passer par la suite du programme. On va continuer, et si vous avez la chance d'avoir la doc, de toute façon, je vais mettre en lien 2 docs pour les PIP et EVO, et EVO1, EVO2. Vous allez retrouver dans ces documentations, à un moment donné, notamment en 2.10, pour la commande QPGS, et vous voyez que vous avez la commande avec un retour chariot, donc ici, il n'y a pas de souci. Et vous voyez ici, pardon, excusez-moi, avec le code correcteur d'erreur et le retour chariot. Et si tout va bien, et si votre onduleur respecte bien cette documentation, vous devriez retrouver dans la trame série toute cette série ici, un caractère parenthèse, c'est le début de la trame, et puis vous voyez typiquement des lettres, trois lettres point B, ça va coder typiquement un nombre réel avec jusqu'à 3 chiffres pour la partie entière et un seul pour la partie décimale. Donc ça va vous coder un nombre entre 000.0 jusqu'à 999.9. Et puis, avec un espace, vous avez un deuxième anuplet qui va coder encore un nombre réel, ici entre 00.0 à 99.9, et ainsi de suite. Mais dans cette séquence-là de valeurs, dans cette trame, vous pouvez avoir des entiers, donc vous notez l'absence d'un point, donc vous n'avez qu'une partie entière, etc., etc. Vous avez un certain nombre d'informations renvoyées par cette trame QPGS, et en général, à la fin de celle-ci, vous avez des bits qui va signer un peu les statuts de votre onduleur. D'accord? Et puis donc, quand vous allez dans cette doc, vous voyez qu'ici, par exemple, cette trame-là, BBB.B, ça représente à la tension, oui, de votre ondulaire. Et c'est exprimé en volts. Et donc, espacé par des espaces, en tout cas dans cette trame série, vous allez pouvoir récupérer ces valeurs. Donc, le but du jeu dans l'ESP, ça va être de lancer un programme qui va envoyer cette commande et qui va analyser cette trame et qui va aller la décomposer, la parser, comme on dit en anglais, pour récupérer les BBB.B, puis CC.C, et ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est ce qui va être fait dans ESP-HOM. Et si on s'intéresse par exemple à une autre documentation, par exemple pour les WKS, eh bien on voit, non excusez-moi, là c'est pour l'MPP Solar, vous avez donc la commande QPGS, cette fois-ci sans le CRC, et puis avec un autre format de trame. Donc la bonne nouvelle, si vous avez une documentation qui est disponible, eh bien, et que votre onduleur respecte bien cette documentation, l'intégration sera plus facile. Sinon, eh bien, il va falloir un peu comprendre, décoder un peu chacune de ces NUplets dans cette séquence de NUplets pour pouvoir comprendre à quoi ça correspond chacune de ces valeurs. Donc, pour résumer, on va utiliser ESP-HOM. C'est un logiciel qui permet de flasher aussi bien un ESP8266 qu'un ESP32. Il permet d'aller interfacer, dialoguer avec plusieurs capteurs qui peuvent être en différents protocoles, en signal analogique simple, en connexion série, en I2C ou en SPI, ou une mixture d'eux, en mode bus par exemple, etc. Donc ESP-HOM présente d'autres avantages. Et notamment, il est flashable en OTA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après un premier flash
vous allez devoir utiliser un cordon USB pour mettre le programme dessus. À partir qu'il y a du premier noyau ESP-HOM, tous les autres flashs de mise à jour de firmware, si vous rajoutez des fonctionnalités, vont se faire au travers le Wi-Fi. Donc, votre ESP32 peut être in situ à des centaines de mètres, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir mettre à jour ce firmware. Autre avantage, c'est que vous pouvez rajouter très facilement un petit serveur web pour vous connecter avec votre ordinateur, smartphone dans votre réseau local pour afficher les données, les paramètres. Et du coup, vous êtes indépendant d'une boîte domotique, la panne d'un Raspberry ou de votre serveur JDOM, Home Assistant. Vous avez les informations de façon indépendante. Enfin, moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est quand même que grâce à ESP-HOM, vous avez l'exportation directe, sans aucune configuration, de ces valeurs et l'intégration de ces entités dans Home Assistant. Ça, c'est assez sympa et ça veut dire que dès que le ESP-HOM va démarrer avec le ESP32 va démarrer avec ESP-HOM, automatiquement Home Assistant va découvrir qu'il y a un nouveau module disponible et va vous proposer de l'intégrer. Autre point, ça va vous permettre de faire des automatismes, par exemple calculer automatiquement la production totale photovoltaïque du jour, la comparer avec celle de la veille, lancer des événements en fonction de certaines valeurs, déclencher des actionneurs par exemple. Et donc ce sont des automatismes et ou des scripts locaux. Enfin, pour les non-home assistaniens, entre guillemets, les non-homies comme on dit, vous pouvez quand même communiquer avec d'autres domotiques au travers d'une couche MQTT, qui est un protocole de message très connu utilisé en IoT. Alors, d'une manière générale, je vous conseille d'installer ESP-HOM en version dev et c'est assez simple en Home Assistant puisque vous avez le module Docker associé qui s'installe facilement dans la partie superviseur. Alors, je vais vous expliquer un peu la difficulté. C'est que, évidemment, malheureusement, il n'existe pas de module existant natif dans Home DSP-HOM pour supporter ces onduleurs hybrides Voltronic. Et pour cela, on va utiliser, on va dire, l'artillerie lourde en ESP-HOM, pardon, c'est la création de ce qu'on appelle un custom sensor. Donc, c'est un capteur générique et du coup, grâce à ce capteur générique, vous allez pouvoir directement utiliser du code Arduino. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir récupérer après l'exécution de celui-ci les valeurs afin d'aller les exporter soit sur votre serveur web, soit sur votre Home Assistant. Donc, l'idée, c'est d'aller définir dans votre fichier ESP-HOM, dire qu'on a un fichier custom. Celui-ci va aller envoyer des informations et en tout cas exécuter dans sa boucle le code Arduino qui sera caractérisé par un fichier .h. Celui-ci, à l'exécution de sa boucle, va vous récupérer les informations de la liaison série en allant découper cette trame qu'on a vue tout à l'heure en chaque petit paquet et va vous les mettre dans des noms de variables séparés. Et toutes ces variables, vous allez les récupérer dans le retour dans ESP-HOM, qui lui, ESP-HOM va la dialoguer de façon native, par exemple, avec Home Assistant. Donc, voilà l'idée de cette procédure. Alors, à titre d'exemple, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de flasher un premier programme qui permet de vérifier si oui ou non la trame série de votre onduleur suit bien la documentation. Donc, ce premier fichier ESP-HOM s'appelle Raw Serial Voltronic et donc ça va vous afficher toute la trame complète et vous allez pouvoir vérifier avec celle-ci. Par exemple, vous avez une capture d'écran qui vous donne l'affichage sur un Evo, WK Evo 2 et puis vous remarquez bien que vous avez le nombre de NUplay, par exemple le BBB.B se trouve ici, donc c'est une tension, CCC.C vous voyez ici, et que ça correspond correctement avec ce qui était dans la doc. Si vous n'avez pas cette doc, donc cette trame série va vous permettre un peu d'analyser ce qu'il y a, le contenu, et en fonction de documentation d'appareils, on va dire à peu près similaires, vous allez vraisemblablement identifier à quoi ça correspond chaque champ. Une fois que vous avez bien fait cette identification, vous allez pouvoir flasher le programme qui permet d'aller parser chacun de ces NUplay pour pouvoir après le renvoyer dans serveur web ou Home Assistant. Donc, on va commencer d'abord par ce premier programme. Alors, on se retrouve dans Home Assistant et en particulier dans le module ESP-HOM version dev, comme vous le voyez ici.
Et comme je vous ai dit, le premier modèle que l'on va un peu étudier, c'est ce Raw Serial Voltronic qui va permettre d'afficher toute la trame complète des données obtenues par la liaison série. Donc, on va éditer d'abord ce code et ce fichier-là de configuration se trouve dans le répertoire config/ESP-Home de votre Home Assistant. Et si vous ne connaissez rien du tout à ESP-Home, d'abord je vous invite à regarder mes anciennes vidéos où j'utilise vraiment très souvent ESP-Home. Et donc je vais aller passer assez vite sur certaines commandes qui sont faites dans ESP-Home pour m'intéresser au premier Custom Sensor qui va permettre d'afficher cette fameuse trame complète de la liaison série. Donc on définit d'abord un objet ESP-Home et avec le titre, et puis la plateforme, dans quel type de SP, ESP8266 ou un ESP32. Ici, ça sera un ESP32 qui va vous permettre d'aller monitorer jusqu'à 2 onduleurs simultanément. Et puis, vous voyez ici, vous avez un include, ça sera le fameux point H du custom sensor, donc c'est ce qui contiendra du code Arduino qui va par exemple me permettre ici d'aller afficher la trame complète. Vous avez les informations ici de votre Wi-Fi parce que cette ESP32 va se connecter à votre réseau local. Et donc, vous voyez dans le SSID, c'est-à-dire la borne, vous voyez Secret ESP SSID. C'est une variable qui se trouve dans un autre fichier qui contient vraiment le nom de ma box Wi-Fi, le nom du réseau Wi-Fi. Et pareil pour le mot de passe. Donc, ce qui permet de vous afficher des informations de ne pas vous afficher justement les mots de passe et les SSID de chez moi. Ici, vous avez quelque chose qui permet de récupérer en cas de perte de votre Wi-Fi et donc de le démarrer en ce qu'on appelle en mode AP individuel. Vous avez le mode captive portail, ici un logger, l'API et vous autorisez le flash par OTA. Je vous rappelle que le flash OTA ne sera actif qu'à partir du deuxième flash, c'est-à-dire que la première fois, vous devez forcément le flasher avec votre câble USB parce qu'il ne sait pas à l'avance qu'il va recevoir un programme ESP-Home. Enfin, vous voyez, vous définissez un capteur et en particulier la fameuse plateforme custom. Donc là, ça veut dire que je définis un capteur et c'est du type custom et son ID. Alors l'ID, c'est un attribut qui sera le nom vu uniquement à l'intérieur d'ESP-Home. Donc il sera vu comme Voltronic ID. Et tout vient ici. Dans le lambda, alors en ESP-Home, lambda, c'est pour écrire du code C++ à l'intérieur d'ESP-Home. Et donc là, ça veut dire qu'on va définir un objet Voltronic, et je vais vous le montrer qu'en fait, cet objet est défini dans le point H ici. On le crée, donc on a un new, donc c'est un créateur, donc de ce capteur custom. Et ici, je vais l'enregistrer. Et ici, je return ce qu'on appelle la raw string, c'est-à-dire toute ma chaîne de la trame série. Voilà. Et puis, je lui donne un nom ici. Ça, c'est pour Home Assistant. Donc, quand on compile ça, donc, etc., donc vous cliquez ici, vous cliquez sur compiler. Donc, ça va prendre quelques secondes. Mais la première fois, je vous le répète, qu'il va falloir utiliser un câble USB et pour le flasher. Et donc, si vous êtes sur PC Windows, vous allez devoir utiliser un logiciel qui s'appelle ESP Home Flasher. D'accord. Et si vous êtes sur Mac, alors là, il y a un peu plus de difficultés, mais sinon, il existe sous Linux. Et donc, quand vous cliquez sur les 3 petits points compile, vous avez le download librairie ici, vous le téléchargez, et puis après, vous le mettez dans votre répertoire, là où il y a esphomeflasher.exe, et vous allez pouvoir le flasher. Alors là, vous avez un peu un petit film, parce que moi, je ne possède pas d'ondulaire type Voltronic. Donc, j'ai demandé à Christophe48 et également à Anthony Guerrier de me faire des petites vidéos, puisque Anthony aussi vient de passer sur Home Assistant, etc. Donc, a été intéressé par ces genres d'outils. Donc, je les remercie. Et donc, vous voyez la procédure de flash avec un ESP, avec ESP Flasher. Alors, sur un ESP32, quand vous appuyez sur le bouton flash, il faut éventuellement appuyer sur le bouton à droite de ce connecteur USB qui permet de rentrer en mode flash. Et donc, la procédure, vous voyez, dure quelques secondes et après va rebooter. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, vous avez des logs et qui va démarrer. Voilà, typiquement le type de message que vous allez avoir lors de l'exécution et vous voyez apparaître sur un certain nombre de secondes les trames. Alors, ce qu'il va falloir maintenant bien regarder, c'est une fois qu'on a regardé le fichier .yalm, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier .h.
Alors, dans ce fichier .h que je vous ai parlé, qui est ici, en association avec le serial.yalm, vous allez avoir, on va l'éditer avec Notepad++, vous allez avoir un pas mal d'instructions. Et donc, ceux qui ont déjà fait de l'Arduino vont peut-être retrouver certaines choses, certaines similarités. Alors, d'abord, ce qui va être une notion très importante, c'est que les pins pour connecter votre SP32 avec votre convertisseur série, en tout cas, doivent être définis dans ce point H. D'accord? Donc, si particulièrement, la pin TX, eh ben, c'est la 01 et la pin RX, c'est la 03. Après, vous allez trouver la définition de classe, donc c'est du langage C++. Si vous n'êtes pas familier, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez retrouver ici le nom, on va dire, de votre objet. Ça sera tout le temps pareil, pooling component, pooling sensor. Et ici, vous allez dire, ça aussi, ça sera toujours un peu la même chose. Et donc, là, ce que je dis, c'est que ce fichier Arduino va renvoyer qu'une seule sortie, qui sera Voltronic Raw String. Donc, c'est la chaîne de caractères qui sera associée à la lecture de votre port série. Et donc, je définis comme un nouveau capteur. Ici, je définis des variables, ici notamment que je vais afficher une trame toutes les, on va dire, 5000 millisecondes, donc c'est-à-dire 5 secondes. Donc, grosso modo, à l'intérieur de la définition de cette classe, vous avez deux fonctions. La fonction setup, ok, qui est ici, et donc, il va permettre de dire que la communication série avec l'onduleur doit se faire à 2400 baux, donc 2400 symboles par seconde, avec un formatage de fin de trame. Et puis, on voyait ici, on va voir les pins du TX et RX. Donc, ce qui va être important, ça va être de rajouter une nouvelle fonction. Merci Guillaume. Pourquoi? Parce que certains onduleurs type MPP Solar rajoute des caractères un peu spéciaux dans la trame série et du coup fait bugger après l'affichage de celle-ci avec un ESP32. Donc il a été nécessaire de rajouter une fonction qui va enlever les caractères non ASCII, et donc c'est ce que vous voyez l'objet de cette fonction-là. Enfin, la deuxième vraiment fonction qui est vraiment comme les Dupont et Dupont, qui va être associée au setup, c'est la fonction update, c'est ce qui sera exécuté toutes les 5 secondes. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que je définis d'abord une chaîne qui va être qui est le nom de la variable CMD, et là, vous retrouvez les fameux octets dont je vous avais parlé. Donc, si vous avez bien compris la première partie, si vous avez un onduleur qui a besoin d'un CRC, vous le mettez, typiquement comme ici. Vous voyez les deux derniers qui sont le CRC. Si vous n'en avez pas besoin, vous les omettez. Et si vous voulez autre chose que QPIGS, vous mettez la chaîne de caractères exprimée en hexadécimal avec la même procédure que je vous ai donnée. On définit des variables comme l'attente entre deux messages, le n qui est le nombre de caractères de la chaîne, que sais-je encore. Mais ce qu'il va bien comprendre, c'est qu'est-ce que je fais. D'abord, vous voyez, je définis une variable qui est une chaîne de caractères, et que j'appelle la chaîne brute. Et là, j'envoie dans le serial 1, qui a été défini dans le setup préalablement, juste ici. Donc on sait que ça fonctionne à 2400 baux. Voilà, on a ici, etc. J'envoie par cette communication en série, qu'est-ce que j'envoie? Eh bien, la commande QPIGS. Donc, à la fin de cette exécution, de cette ligne, l'onduleur doit me répondre. Et c'est ce qu'il fait ici. Je vais lire toute la chaîne de caractères avec la fonction readStringUntil tant que je ne rencontre pas en fait la fin du retour chariot. Et ça, je le stocke dans cette chaîne temporaire rowString. Je calcule ici la longueur de cette chaîne et je crée deux tableaux intermédiaires parce que avec ESP32, je ne peux afficher pas des chaînes, des strings, mais que des tableaux de chaînes, d'accord? Donc des tableaux de chars, comme on dit en C. Et donc j'en définis deux, row array et modified line, donc qui sont deux tableaux de taille n+1. D'accord. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je recopie la string dans ce tableau de chaîne de caractères. Et ici, pareil, je recopie dans cette même string brute dans cette deuxième variable. Et là, ce que je fais, c'est que je vais enlever les caractères non ASCII pour être sûr que, par exemple, ça va passer sur l'MPP Solar. Enfin, dernière étape très importante, vous voyez ici l'instruction qui permet d'aller afficher
dans le debugger, dans le logger, le SP32, cette fameuse chaîne. C'est pour avoir un affichage à distance de cette fameuse trame série. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ça va être dans l'objet custom test, 1% S pour dire que c'est une chaîne de caractères, et c'est la chaîne qui vient de la lecture série dans laquelle on a enlevé les caractères spéciaux. Donc ça va vous donner un premier exemple de comment ça fonctionne un custom sensor. Mais ça vous affiche que la chaîne, et donc c'est ce qu'on a vu notamment sur cette vidéo, où vous voyez toutes les 5 secondes voir apparaître une nouvelle trame à l'écran, ici, voilà. Et donc ça affiche tout ça en enlevant les chaînes de caractères. Bon, maintenant, il va falloir rentrer dans le nerf de guerre, et pour cela, je vais vous montrer un exemple, pourquoi pas sur le MPP Solar, de comment finalement aller récupérer chaque NUPLE de cette trame. Donc dans cette deuxième partie, lorsqu'on a vérifié que la bonne véracité de cette trame par rapport à la documentation, je vais vous montrer un exemple de comment créer ce nouveau fichier ESP-HOM, cette fois-ci qui va analyser et parser toute cette séquence. Donc ce fichier s'appelle, ce modèle MPP Solar. On va regarder déjà dans sa partie YAML. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Des informations que l'on a déjà vues. C'est pour un ESP32, voilà, le nom de la board. Et là, j'ai 2 includes. Pourquoi? Parce que ça a été fait pour Christophe, qui a 2 onduleurs hybrides. Et donc, on a séparé finalement la réception des données de son premier onduleur dans ce premier point H, et puis le suivi du deuxième dans ce deuxième point H qui porte avec le suffixe 2 à un moment donné. On va retrouver les informations du Wi-Fi ici, les informations d'AP pour la récupération en cas de perte du Wi-Fi, un logger qui va être très important, qui va nous donner les messages intermédiaires en cas de débugage, l'OTA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir flasher après par le Wi-Fi une des nouvelles versions. Alors on va se retrouver sur une petite ajout qui n'est pas dans le programme actuel. Si vous voulez uniquement exporter les informations sur un serveur web intégré sur votre ESP32, il faudra rajouter ce composant dans ESP-HOM, qui est un serveur web. D'accord? Donc il suffit de rajouter ces 2 petites lignes par défaut, d'accord? Donc vous le rajoutez dans votre point YAML, n'importe où, voilà, par exemple après le portail ici, et ça vous permettra d'en plus d'exporter des informations dans Home Assistant, éventuellement d'avoir une version individuelle. Donc ça vaut le coup, si votre Home Assistant est en panne, si votre Raspberry a craché, que sais-je encore, vous pourrez quoi qu'il arrive récupérer les informations, monitorer, superviser les informations de votre onduleur par le portail web intégré. Autre point important, si vous voulez dialoguer avec autre chose que Home Assistant, il va falloir installer un client MQTT sur l'ESP, et du coup, vous recopiez également ces lignes-là que vous mettez dans votre point YAML, on va dire ici. Hop, voilà, par exemple, ici. Et là, du coup, vous allez mettre l'adresse IP de votre broker MQTT, généralement, qui va être hosté par la Raspberry dans laquelle tourne JDOM ou Domotic Z. Donc, vous allez mettre l'adresse IP. Et puis, éventuellement, si vous avez besoin d'un user password pour pouvoir vous connecter sur ce broker MQTT. Ça, c'est pour la connexion au broker, et pour publier un paquet, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et puis vous avez à un moment donné, voilà, MQTT Publish Action ou MQTT en JSON, ça dépendra le format que vous voulez. Donc vous vous inspirez de ça, et ici vous pouvez par exemple à chaque fois que il y a une action, vous pouvez le publier sur le capteur. Ça veut dire quoi? Que vous rajoutez ça au niveau de chacun de vos capteurs, et vous publiez dans le topic qui vous intéresse. Donc il existe plein d'exemples pour finaliser la configuration du MQTT. Moi, j'en ai jamais eu d'utilité parce que j'ai par défaut Home Assistant, et donc toutes ces interactions, toutes ces publications sont faites de façon native. Donc voilà. Mais c'est possible de le faire si vous êtes sur autre chose que du Home Assistant. Puis là, vous avez un certain nombre d'informations. Là encore, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur SPIOM, je vous invite à regarder mes différentes vidéos, notamment par exemple sur la 21, sur le PZM. Là, je définis un switch qui permet de redémarrer à distance le SP32. C'est toujours pratique. S'il reste bloqué, s'il y a un bug, on peut avoir un bouton sur Home Assistant qui permet de faire rebooter à distance cet ESP32, c'est toujours pratique. Alors, on va arriver sur la zone sensor. Donc, c'est là qu'on va définir ici
non pas un custom sensor, mais deux parce qu'il y a deux onduleurs, mais donc en fait c'est quasiment deux fois la même chose. Alors pour le premier de celui-ci, l'ID c'est MPP Solar, et vous retrouvez le lambda, où vous retrouvez la définition d'un objet MPP Solar, c'est du même acabit que tout à l'heure que Row Voltronic, on le crée, on l'enregistre dans le SP32 et vous voyez ici un return. Cette fois-ci, je ne retourne pas qu'un seul paramètre comme tout à l'heure qui était la chaîne complète, mais je retourne, et oui, pour Christophe, je vais retourner jusqu'à 23 paramètres. Que sont-ils? Ce sont les 23 petits bouts dans cette longue trame que je vais pouvoir isoler, que j'ai pu isoler. Et donc, et Christophe récupère ces 23 informations. Et ce qui est très important dans un custom sensor, c'est que si vous commencez à récupérer dans ce return cette information, juste en dessous, je dois définir sensors avec un S ici, d'accord, qui est donc le passage de cette donnée qui vient d'Arduino à une donnée qui vient d'ESP-HOM. Donc là, ça veut dire que ce return-là va me retourner une variable qui s'appelle MPP Solar Grid Voltage, et celle-ci va renvoyer dans ESP-HOM par la définition de ces quelques lignes-là. Et donc là, du coup, je définis une variable dans Home Assistant qui s'appelle MPP Solar Grid Voltage. Donc, c'est ce que Home Assistant va recevoir. Je définis que c'est des tensions, je définis qu'il y a 15 chiffres après la virgule, et puis il va avoir un petit logo associé, un petit icône associé à cette donnée-là. Ce qui est important, c'est que cette donnée qui vient du C++, on va dire, eh bien, ça a été défini en termes de ESP-HOM ici. Et donc, il faut absolument garder l'ordre dans lequel est fait le retour de votre fonction C++. C'est-à-dire que la deuxième donnée qu'on récupère doit être définie en deuxième dans sensors. Donc ici, le troisième ici, dans le troisième, et ainsi de suite. Et évidemment, cet ordre doit suivre un peu la définition de votre dock, de votre routeur, voilà, donc la partie QPGS de votre dock, ou alors celle que vous avez pu analyser en exécutant le premier programme, en ayant décortiqué et réidentifié bien correctement les choses. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous allez avoir 23 paramètres ici récupérés. D'accord? Et donc, une fois que j'ai défini ces 23, qu'est-ce que je fais? Je définis encore un nouveau capteur custom. Ici, ça sera pour le deuxième onduleur. Et là, pareil, c'est tout pareil. Je crée un objet, mais vous voyez, vous avez un suffixe, 2, et qui va aller attaquer la définition de cet objet dans le deuxième point H associé. Là encore, je récupère 23 paramètres que je vais redéfinir dans Home Assistant à la suite les uns des autres. Donc, vous voyez les 23 qui sont à la suite. Une fois que j'ai défini ces 23 nouvelles valeurs associées à sa deuxième onduleur, eh bien, je termine de définir quelques petits capteurs ad hoc dans ESP-HOM qui sont toujours pratiques, notamment un capteur qui permet de récupérer la puissance du Wi-Fi si vous êtes en limite de portée. Donc, ça va vous exporter dans Assistant le RSSI exprimé en dBm de la connexion ESP32 vers votre box Internet qui accueille et qui host votre réseau local. Une plateforme ici Uptime, ça va me permettre de calculer depuis quand votre ESP32 est opérationnel. Un binary capteur ici, ça va vous permettre de savoir si votre ESP32 est en ligne, est en portée de réseau, et donc ça s'allume ou ça s'éteint si vous avez une information on-off, s'il est hors réseau, est-ce que trop loin, etc. Donc, qui permet de savoir des informations. Enfin, le text sensor, ce qui vous permet de convertir cette donnée depuis quand votre ESP32 a démarré, qui est exprimée en secondes, qui va vous l'exprimer plutôt en jours, heures, secondes, etc., etc. Donc, on vient de finir la définition de ce fichier adapté à MPP Solar. Et donc, évidemment, si vous avez un autre modèle, il va falloir adapter, mais vous avez compris un peu la procédure. Bien faire les choses ici et récupérer de ce fameux point H les choses. Donc maintenant, je vais vous montrer le point H, enfin le premier point H, puisque le deuxième c'est quasiment le même, associé à ce capteur-là. Donc on va regarder les choses, et ici on va ouvrir ce fichier custom, voilà, et on va retrouver un peu les mêmes choses.
Donc, la définition en haut des pins dans lequel le connecteur série est connecté, ici les pins 3 et 1. On retrouve le nom de la classe, MPPI Solar, que j'utilise dans la partie lambda d'ISP-Home, le pooling et le sensor. Et puis là, comme j'ai 23 paramètres à récupérer, eh ben, je vais avoir la définition ici, dans le public, de 23 capteurs. Alors, je leur donne les noms qui sont associés avec la doc, d'accord? Et je fais chaque fois un nouveau capteur associé. Alors, une fois que ces capteurs sont définis, ben, je vois que je vais récupérer l'information toutes les, on va dire, 5 secondes. Je définis ici dans la première fonction le setup, toujours à 2400, c'est très important pour les Voltronic, avec les pins ici qui ont été définis dans les JSDefine là-haut. Et puis dans l'update, voilà la deuxième fonction obligatoire qui se trouve ici, dans votre custom sensor. Alors, on va voir un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, je définis une chaîne qui s'appelle indata, qui est une chaîne de caractères. Je lance la commande de tout à l'heure. Alors, c'est la même que tout à l'heure. Hein, voilà, vous la retrouvez ici. String command. Et puis, pour Christophe aussi, il récupère une information qui vient d'une autre commande que QPGS. C'est pour ça que vous voyez string command 2 qui est QCHGS. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc, cette première partie, ça va aller lire les 22 capteurs associés à QPGS. Voilà. Et cette partie ici, ça va vous récupérer la 23e donnée qui vient de l'autre commande. Alors, intéressons-nous ici. Donc, si dans la lecture de la trame série qui a été récupérée par QPGS, je vois la parenthèse, que je vous rappelle, c'est le format qui permet de délimiter le début d'une trame. Ça veut dire que oui, j'ai bien réceptionné ma trame. Et bien là, ça veut dire quoi? Renvoie dans la variable MPPI Solar grid voltage qu'on a défini ici tout à l'heure un peu, et ben je vais lire les premiers blocs, c'est-à-dire les trois, c'était BBB.B par exemple, et comme je sais que j'ai un nombre à virgule, je vais utiliser point parse float, d'accord? Parce que je sais que j'avais BBB.B, d'accord? La deuxième attribut, c'était aussi encore un flottant, donc c'est pour ça que j'utilise un parse float, etc., etc. Et ce qui va être intéressant, c'est que lorsque vous n'avez pas de points, ça veut dire que ça va être une valeur entière, et bien vous allez utiliser ici, par exemple, pour le load pourcentage, qui est exprimé en pourcent, vous allez utiliser un parse int. Donc vous avez compris un peu, au travers de cet exemple-là, qu'on va pouvoir récupérer chaque NUplay de la séquence de la trame série de cette façon-là. Donc, du coup, on va pouvoir analyser les 22 caractères de la commande QPGS ici, dans ce bloc if. Alors, vous voyez certaines particularités qui sont liées, on va dire, propres à l'onduleur MPP Solar, parce que vous voyez à un moment donné dans la trame, en fait, il y a la possibilité d'avoir une troisième entrée MPPT selon si c'est un 10 kV ou non. Et donc, du coup, la trame ici, comme il a un 5,5, ces informations ne sont pas présentes. Donc là, on essaie de trouver ces valeurs ici qui sont vides, ok, et de les zapper. Voilà, donc grosso modo, mais si vous n'avez pas des tirés comme ça, bah, vous pouvez zapper ces choses-là. Donc, vous allez avoir ces programmes-là, vous allez pouvoir l'étudier à fond et du coup, adapter à vos mesures que vous voulez récupérer. Enfin, je vais vous montrer qu'ici, à la fin de ce bloc if, je mets de suite en séquence, j'envoie dans le port série la deuxième commande, qui est donc, je ne sais même plus laquelle, et du coup, c'est pour récupérer la valeur, donc un ampérage de charge de la batterie. Donc, si vous voulez, par exemple, enchaîner plusieurs commandes, pas de souci, il suffira de les mettre par différents blocs if et vous les envoyez successivement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été à peu près clair. Vous allez retrouver dans le descriptif au moins les deux programmes avec leurs points H associés pour vous illustrer un peu les exemples d'utilisation. Mais j'explique, il y a tellement de combinaisons possibles dans les variantes des modèles Voltronic, je ne peux pas écrire et je ne ferai pas. Si on m'écrit, dit est-ce que tu peux me faire le modèle, j'ai malheureusement pas assez le temps pour les faire pour tout le monde et vous pouvez le comprendre. Donc, je vous ai donné les outils, les façons de procéder comme moi je le fais pour pouvoir écrire ce programme-là. Vous allez avoir cet exemple-là qui va vous inspirer pour adapter votre décodage de votre trame série.
On va se retrouver bientôt pour des nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas, la définition de vidéos avec des capteurs un peu liés à l'autonomie va également reprendre et voilà et je vous dis à très bientôt.